Il y a 2 semaines, Mathéo, un membre Trident, a partagé sur un post les leçons qu'il a retenues au bout de 1 an d'investissement. J'ai trouvé ce post très intéressant. Vous voyez, il a commencé un petit peu en listant le positif, mais également le négatif. Et il a terminé avec 3 leçons qu'il retient un petit peu de cette première année d'expérience sur les marchés boursiers. J'ai trouvé ces leçons très intéressantes. Elles sont aussi très concrètes parce que Mathéo, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup formé et qui a appris sur le terrain en faisant lui-même les erreurs. Et j'ai trouvé tellement ces leçons intéressantes que je me suis dit que ça serait top de vous les partager dans cette vidéo. On va donc les voir une après l'autre et à chaque fois, je vais essayer de vous donner mon avis dessus, ce que je pense. Est-ce que je suis d'accord avec lui? Est-ce que moi aussi, je trouve que c'est une erreur à éviter en tant que débutant? On est parti. La première erreur que Mathéo estime avoir commis, c'est de s'être un petit peu trop laissé influencer par l'avantage fiscal du PEA. Voici ce qu'il en dit. Le PEA est un piège qui nuira à votre performance si vous cherchez à faire du stock picking plutôt que des ETF. En tout cas, vous ne devriez pas restreindre vos choix pour pouvoir bénéficier de cette enveloppe fiscale. Dans mon cas, j'en suis à plus 1,2% sur PEA contre 6,4% sur CTO. Pas rentable de vouloir gagner 12,4% d'impôt. Alors je le rejoins complètement sur cette erreur, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les particuliers français, notamment en commentaire à YouTube, des gens qui me disent « Roman, moi je ne veux pas toucher au compte titre tant que mon PEA n'est pas rempli ». Et autant cette réflexion, elle fait sens, je trouve, quand on parle des ETF, puisque ces produits-là sont disponibles aussi bien sur PEA que sur compte titre, donc finalement autant choisir l'enveloppe fiscale la plus intéressante. Mais pour le stock picking, pour ce qui est de la sélection d'actions, il faut bien comprendre que entre le PEA et le compte titre, on ne va pas avoir accès aux mêmes produits et donc pas forcément accès à la même performance. Je vous rappelle que sur PEA, quand vous achetez des actions individuelles, vous n'avez accès qu'à des entreprises qui ont leur siège social en Europe. Vous êtes donc privé, par exemple, de tout le marché américain ou encore asiatique. Et ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, l'Europe et la France en particulier ont moins bien performé que les États-Unis. Je m'étais donc posé la question sur ce post, est-ce que l'avantage fiscal finalement du PEA permettait de gommer la sous-performance historique de l'Europe et de la France par rapport aux États-Unis? J'ai fait les calculs et en fait non, puisque vous voyez que malgré le fait qu'on ait 2 fois moins d'impôts sur les plus-values à la fin, donc on est à 17,2 sur PEA versus 30% sur CTO, on termine quand même avec 21% d'argent en plus en ayant investi dans la moyenne des actions américaines sur compte titre versus la moyenne des actions françaises, donc 21% d'argent en plus au bout de 10 ans et 52% en plus au bout de 20 ans. Je vous ai mis ici les performances sur les 122 dernières années qui sont donc tirées de cette étude du Crédit Suisse. On a des actions américaines qui ont rapporté en moyenne 6,4% par an net d'inflation, des actions européennes qui sont à 4,1% par an et des actions françaises qui sont à seulement 3,4% par an. Vous avez ici un tableau qui vous récapitule un petit peu ce que ça pourrait donner sur 1000 € d'investissement. On voit ici ce que ça donne. Du coup, en France, on termine avec 1 329 € au bout des 10 ans après avoir payé les 17,2% d'impôts. Et on voit qu'en Europe, on a 1 409 €, donc 6% de plus. Et aux États-Unis, on finit à 1 602 €, 21% de plus, malgré, vous le voyez, l'imposition plus élevée. Et évidemment, plus on va allonger comme ça le temps d'investissement, plus la différence va être marquée, puisque vous voyez qu'ici, on a 52% de plus en investissant en moyenne dans les actions américaines. Malgré cette performance historique française qui est 2 fois moins intéressante, en tant que Français, on a naturellement tendance à se diriger vers des actions françaises puisqu'on les connaît un petit peu mieux, les noms nous parlent un petit peu mieux. En plus, on a évidemment cette carotte de l'avantage fiscal. C'est vraiment ce qu'on appelle le biais domestique. Mathéo l'explique très bien ici. Mes premiers stock picking et les choix du cœur, la bourse n'a aucune pitié, avec principalement STM Microélectronique, la première action que j'ai choisie avant de rentrer dans la méthode Trident, qui, aveuglée par son essor dans la région grenobloise, m'amène à l'impasse récente, moins 32% sur l'action. Le PEA et son avantage fiscal qui reprend aussi la position sur STM, puisque STM est justement une action qui est éligible, ce n'est pas une action française, mais elle est éligible au PEA. J'ai regardé, son siège social est aux Pays-Bas. En voulant profiter de cette niche fiscale, je me suis retrouvé à sélectionner des entreprises moins qualitatives. Donc attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il existe des actions françaises de très bonne qualité. Vous en avez une petite liste ici qui a été compilée par Long Equity. LVMH, L'Oréal, Hermès, Essilor, Vinci, Capgemini, Dassault Systèmes. Vous voyez, avec vraiment des croissances de free cash flow per share assez intéressantes. C'est juste qu'en moyenne, il va y en avoir beaucoup moins.
Et donc, l'un danger de ne sélectionner que sur PEA, c'est que vous risquez beaucoup de limiter vos choix et donc naturellement aller un peu plus vers des entreprises moins qualitatives. Sur le screener de l'app Trident, vous voyez que si je sélectionne ici les entreprises vertes, donc c'est en fait l'univers dans lequel je vais pouvoir investir, les entreprises qui ont vraiment des super fondamentaux, vous voyez qu'en tout, on en a 93. Et si tout d'un coup, je décide de n'acheter que des entreprises qui sont éligibles au PEA, vous voyez que je passe à seulement 13 actions. À vouloir absolument sélectionner des actions qui sont éligibles au PEA, on se prive donc de 80% du marché, 80% des actions les plus qualitatives. Pour moi, c'est un petit peu comme si vous étiez un entraîneur de basket, que vous cherchiez à obtenir la meilleure équipe de basket au monde et que par contre vous vous interdisiez de choisir des joueurs qui jouent en NBA alors que vous savez pertinemment que c'est là-bas que vous allez trouver les plus belles pépites. Donc plutôt que de se dire il faut absolument que je remplisse mon PEA et du coup aller prendre des actions moins qualitatives comme ce qui est arrivé à Matteo, je pense qu'une meilleure stratégie c'est de se dire je vais chercher les meilleures actions du monde et si elles sont éligibles au PEA, tant mieux, je vais pouvoir les mettre dedans. Si elles ne sont pas, tant pis, je vais les mettre dans mon compte titre. Ce n'est pas cette fiscalité supplémentaire qui m'empêchera de réaliser de très belles performances sur le long terme. La deuxième erreur qu'estime avoir commis Matteo, c'est le fait d'avoir acheté trop rapidement trop d'actions. Voici ce qu'il nous dit. Restreindre sa diversification est quelque chose de compliqué. Je pense que j'aurais dû rester plus longtemps sur des ETF. Facile de le dire avec un an de recul, mais dans certaines phases, j'aurais dû acheter un ETF S&P 500 et affiner mes positions plutôt que de rentrer sur des dossiers trop rapidement. Je le rejoins aussi complètement sur cette erreur. C'est une erreur que j'ai commise moi-même pendant longtemps. Quand on démarre, en fait, on est un petit peu excité. Notre système de sélection, il n'est pas forcément très précis. Et du coup, dès qu'on entend parler d'une action d'une manière positive, on se dit bah tiens, mais pourquoi je ne la rajoute pas aussi à mon portefeuille? Mais ce qu'on se rend compte au fur et à mesure du temps, c'est que c'est très dur évidemment de suivre toutes ces positions et qu'on n'est pas forcément en train de se diversifier, mais plutôt de se de-worstifier. Worst en anglais, ça veut dire pire. Donc la de-worstification, c'est le fait de rajouter des actions et d'empirer son portefeuille au lieu de l'améliorer, c'est-à-dire commencer à prendre des actions à nouveau moins qualitatives, moins intéressantes parce que X ou Y a dit qu'elle était bien. Et du coup, au lieu de se concentrer vraiment sur les positions, nos plus fortes convictions, celles qui marchent très bien, on commence à acheter un petit peu tout. C'est exactement ce que dit Matteo ici. La de-worstification de mon portefeuille que je n'ai pas su gérer, un biais pour le moment difficile à maîtriser. Aujourd'hui, ce sont 24 actions différentes en portefeuille avec des dossiers sur lesquels j'estime avoir mis trop de temps à sortir. Franchement, c'est top qu'il réalise ça au bout de seulement un an. Moi, perso, il m'a fallu au moins 5 ans pour réaliser cette erreur parce que même avec les nouveaux portefeuilles que j'ai créés, j'ai toujours eu tendance à chercher trop d'actions, à sélectionner trop d'actions, à aller me rentrer sur plein de dossiers différents. Et c'est uniquement à force finalement d'étudier les super investisseurs qui parvenaient à battre le marché que j'ai compris qu'en fait, ils parvenaient à battre le marché via des portefeuilles concentrés d'actions. Vous avez un exemple ici avec quelques grands investisseurs. Vous voyez que souvent, ils vont avoir une part très importante de leur capital dans une ou deux positions clés. Et généralement, on est sur des portefeuilles entre 8 et 12 positions, donc beaucoup moins que la vingtaine, la trentaine, la quarantaine qu'on a tendance à faire en tant que particulier si on n'est pas forcément guidé. Ce que ces super investisseurs m'ont appris, c'est l'importance de continuer à investir dans ses plus fortes convictions et ne pas commencer à diluer la qualité de son portefeuille via des actions moins qualitatives, même si ces actions sont éligibles au PEA. Ou encore, et c'est souvent la raison principale, qu'elles ont des valorisations intéressantes. À nouveau, c'est ce que nous dit Matteo, accorder trop d'importance à la valorisation. Je joue aujourd'hui avec le risque de value trap. Les value traps, ce sont des actions qui semblent sous-évaluées en ce moment, mais en réalité, il y a des vrais problèmes de business derrière et donc c'est un piège. Ce sont des actions qui auront beaucoup de mal à sortir de la situation dans laquelle elles sont. Aujourd'hui, il nous dit 2 de mes 3 principales positions sont Lululemon et Hershey. Pour le moment, Lulu s'enfonce moins 30% depuis ma première entrée et Hershey stagne à plus 2%. À nouveau, je compatis complètement avec lui. Dans mon premier portefeuille, je me suis lancé dans plein de dossiers compliqués parce que justement la valorisation était intéressante. Je pense à Alibaba, Tencent, Verizon, le tabac avec ici BTI, 3M, Malibu, Polaris. Et en fait, ce que je ne réalisais pas, c'est que oui, la valorisation était assez intéressante. Et oui, ce n'étaient pas des actions complètement pourries, hein, elles étaient quand même qualitatives, il y avait quand même des choses intéressantes.
mais c'était quand même des dossiers qui étaient un petit peu compliqués. C'était des value traps. Il y avait des inconvénients majeurs finalement dans chacune de ces entreprises que je vous ai mis ici. Ici, par exemple, le gouvernement chinois, pas de croissance pour Verizon, le milieu du textile qui est extrêmement compétitif pour VFC, pas de croissance non plus pour BTI dans le tabac. À chaque fois, en fait, il y avait un loup. Il y avait une raison pour laquelle ces actions se vendaient à des multiples faibles. Moi, je ne voyais que la valorisation et j'ignorais un petit peu la partie qualitative. J'aurais mieux fait de me concentrer vraiment uniquement sur la qualité et me rendre compte qu'en fait, il était beaucoup plus simple de partir sur des dossiers simples. C'est aujourd'hui ce que j'essaie vraiment de faire. Visa, Microsoft, Google, voilà, des leaders qui n'ont pas de challenge particulier, qui ne doivent pas remonter une pente, qui ne font pas face à une industrie très compliquée, etc. Vraiment miser sur les entreprises qui ont déjà gagné et qui vont continuer de gagner. J'aime bien des entreprises pour lesquelles, vous voyez, c'est ce que j'ai noté ici, tout roule pour elles, il n'y a pas de problème et elles vont continuer année après année à performer. Si je résume au maximum mon analyse qualitative, je dirais que je recherche deux choses lorsque je sélectionne une entreprise et ça va vraiment se jouer au niveau des produits qu'elle vend. Je veux d'abord qu'elle vende un produit essentiel, donc vraiment les clients ne peuvent pas s'en passer et je veux que ce produit soit dominant, c'est-à-dire qu'il n'existe quasiment aucune autre alternative à ce produit. Je pense que quand on a une entreprise qui a à la fois un produit essentiel et qui domine complètement ce marché, eh bien la croissance est quasiment garantie. On va dire qu'on a 90% de chances de succès sur les 5-10 prochaines années. Si on reprend les deux entreprises que nous a parlé Matteo, pour moi, elles ne cochent pas vraiment ces cases. Lululemon qui vend donc des articles de sport, de yoga haut de gamme. Bah évidemment, on n'est pas sur un produit qui est essentiel puisqu'on n'a pas forcément besoin d'aller acheter des leggings à 120 €. On peut tout à fait acheter des leggings beaucoup moins chers. Et puis les vêtements, c'est quelque chose qu'on peut garder pendant 5-10 ans. Donc on n'a pas forcément besoin de renouveler. On peut vraiment s'en passer pendant un petit moment si on a un petit peu de stock ou qu'on va sur Vinted. Et ce n'est pas une entreprise qui est non plus dominante. C'est un des grands acteurs évidemment dans sa niche justement du sportwear un petit peu haut de gamme, mais il existe plein d'autres alternatives, plein d'entreprises qui essaient de rentrer sur son marché et également plein d'entreprises qui proposent des versions plus low cost. Je pense par exemple à Uniqlo, Devred, voilà toutes les chaînes de vêtements. Le textile, c'est vraiment un domaine que j'éviterais. Je me suis mordu les doigts justement avec VF Corp. Qui avait les marques notamment Vans. Je pensais que justement le fait d'avoir des marques ça protégeait dans le milieu du textile, mais en fait le milieu du textile c'est tellement changeant en fonction des modes et il y a tellement une compétition féroce entre les acteurs que pour moi, c'est clairement pas un secteur dans lequel il est vraiment facile d'investir. Et c'est pour ça que même des marques qui ont une très très bonne réputation comme Nike ou Adidas, je ne me verrais pas placer des sous dedans. En ce qui concerne Hershey's, donc qui vend du chocolat, je pense qu'on est sur un produit qui est un peu plus essentiel. Alors là, il y aurait peut-être un débat, mais en tout cas, ma sœur et ma chérie vous diraient que le chocolat c'est essentiel à la vie et elles en consomment vraiment tous les jours. Même moi, j'aime bien mon petit carré de Lindt 95% tous les soirs. Donc on va dire qu'on a vraiment ce côté, un produit qui est essentiel et que les gens vont acheter régulièrement. Par contre, est-ce que Hershey's est dominant? Est-ce qu'il n'existe aucune autre alternative que les marques qu'il propose en termes de chocolat? Je pense pas, évidemment. Je viens de vous citer Lindt, on pourrait citer Ferrero, mais aussi Mars, Mondelez, Nestlé. Vous voyez qu'en prévision de cette vidéo, j'avais justement posé la question à ChatGPT un petit peu qui étaient les concurrents de Hershey dans l'industrie du chocolat et des confiseries. Et je vous invite vraiment à poser cette question-là au LLM, ChatGPT ou un autre, pour vraiment voir un petit peu est-ce qu'il y a des gros concurrents ou pas. Une question que j'aime bien poser, moi, c'est est-ce que cette entreprise est vraiment un monopole? Et j'aime bien les entreprises justement où il y a très peu de concurrents, très peu d'alternatives. Alors généralement, ça ne sera pas un monopole complet, puisqu'un monopole complet, généralement, c'est illégal, à moins que le gouvernement ait vraiment mis une approbation, comme par exemple les chemins de fer ou certaines ressources comme l'eau, l'électricité. Mais généralement, ça ne sera pas des complets monopoles, il y aura quand même de la concurrence, mais on pourra presque considérer que c'est un monopole quand, par exemple, Google a 95% de part de marché sur les moteurs de recherche. Voilà, on se dit qu'il n'y a pas vraiment d'alternative, ou du moins, il n'y a pas vraiment de concurrents qui font peur à Google aujourd'hui sur cette partie moteur de recherche. Et on pourrait dire un petit peu la même chose de Microsoft. On est vraiment sur un produit essentiel. Les entreprises ne peuvent plus se passer de la suite Office, ni évidemment de tout ce que propose Microsoft sur ses serveurs cloud. Et on est vraiment sur une entreprise qui est dominante puisqu'il n'y a quasiment aucune autre alternative. Il y a bien un petit peu ce que va proposer Google en termes de suite Office et en termes de cloud, on pourrait aussi citer évidemment Amazon et Google. Mais voilà, on est d'accord qu'on est vraiment sur un marché où le nombre d'acteurs est très restreint et la croissance de l'entreprise est donc quasiment garantie tant qu'elle continue de proposer ce produit-là et qu'elle continue de l'améliorer. Vraiment, comme l'a souligné Matteo, le S&P 500 n'est pas un indice qui est facile à battre. Donc pour moi, en tant qu'investisseur particulier, on a finalement deux choix. Soit on achète le S&P 500,
soit on achète des actions individuelles qui ont vraiment les moyens de le battre. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à acheter une action individuelle un petit peu low quality, dossier compliqué, parce qu'il y a de fortes chances qu'on se fasse battre par le S&P 500. Donc si on n'a pas de bonne idée, on choisit le S&P 500. Et on ne choisit pas le S&P 500 que quand on a vraiment des très bonnes idées. Je vous ai cité par exemple Microsoft, donc vraiment des entreprises qui dominent, dont le succès est quasiment garanti. Ça, c'est d'un point de vue qualitatif. Et d'un point de vue quantitatif, ce que j'aime bien faire avec l'outil de l'AppTrident ici, c'est de comparer vraiment les fondamentaux de mes entreprises à la moyenne du S&P 500. Donc vous le voyez ici avec Microsoft, on a une entreprise qui a des croissances 3 fois plus élevées. Vous voyez 14% de croissance du chiffre d'affaires estimé pour Microsoft sur les 5 prochaines années contre seulement 5% pour le S&P 500. Et c'est un petit peu pareil au niveau des profits. Vous voyez qu'on a une entreprise qui grandit beaucoup plus rapidement que le S&P 500. Et c'est justement en sélectionnant ces actions qui grandissent vraiment plus vite, qui ont des meilleurs fondamentaux, qui ont des business vraiment plus solides que le S&P 500 et qui se vendent à un prix plutôt raisonnable par rapport au S&P 500 qu'on peut espérer faire mieux que lui. Et si on ne trouve pas ces entreprises, alors en effet, dans ce cas-là, il vaut mieux acheter l'ETF. La dernière erreur que Matteo estime avoir fait et qu'il estime toujours faire aujourd'hui, c'est de trop regarder le cours et l'évolution du prix de ses actions. Il nous dit ne pas regarder sa perf tous les jours, point d'exclamation. Je le fais encore, je suis un mauvais élève, mais c'est aimer se faire du mal. Entre le moment où j'ai commencé à vous rédiger mon petit récap et aujourd'hui, donc seulement 3 jours, ma performance globale est passée de 3,7% à 5,8% hors dividende. Donc dans ce cas-là, c'est bien, sa performance est montée, donc c'est plutôt positif, mais il pourrait tout à fait s'être passé l'inverse. La performance aurait pu être divisée par 2. Et en effet, je le rejoins complètement, c'est l'erreur typique quand on débute. On a acheté les premières actions, on a mis un petit peu de son capital et du coup, on se connecte tous les jours pour voir les changements. Ah, j'ai gagné 1%, ah, j'ai perdu 2%, ah, j'ai gagné 1%. Et en fait, c'est vraiment mauvais, hein, comme il le dit très bien ici, c'est se faire du mal puisqu'on va avoir une réaction émotionnelle. Quand ça a monté, on va être content, quand ça a baissé, on va être malheureux. Et ça risque en fait de nous pousser à prendre des mauvaises décisions court terme. Hein. On le sait aujourd'hui, le temps de possession moyen d'une action est extrêmement court et c'est réduit avec le temps parce qu'on a accès de plus en plus à de l'information. On sait tout ce qui se passe au niveau des entreprises et ce qu'il faut bien réaliser, c'est que la majorité de cette information, en particulier sur le prix, l'évolution du cours sur un jour, sur une semaine, sur un mois, ce n'est que du bruit. Ça ne vous dit en rien la qualité du business qui est derrière cette action et les résultats que vous pourrez obtenir avec elle sur un horizon long terme de 5-10 ans. Donc personnellement, moi ce que je fais, c'est que je ne regarde ma performance qu'une seule fois par mois lorsque je fais mon bilan du mois. J'aime bien regarder un petit peu les différents gains que je vais avoir fait sur mes positions. J'aime bien aussi comparer cette performance à ce que j'aurais pu obtenir en achetant un S&P 500. Et le reste du temps, donc 90% de mon temps, il est consacré aux fondamentaux. Au lieu de regarder l'évolution du prix de l'action, je me concentre sur l'évolution des ventes, des bénéfices par action. Voilà, vraiment, est-ce que le business des entreprises que j'ai en portefeuille se porte bien? Est-ce qu'elle continue de grandir? Parce que je sais que c'est ces fondamentaux-là qui vont diriger l'action et les résultats que je vais pouvoir obtenir sur le long terme. En fait, c'est simple, si vous avez en portefeuille une entreprise qui parvient à faire grandir ses bénéfices par action de 15% par an, eh bien, il n'y a qu'une question de temps avant que vous aussi, vous gagnez 15% par an avec cette action. C'est une règle qui s'applique quasiment tout le temps. Les seules exceptions, ça serait si vous aviez vraiment acheté une action à un multiple délirant. Donc, je sais pas, vous aviez payé un PER de 70, de 80, de 90, de 100. Donc là, en effet, si vous aviez vraiment acheté une action qui était survalorisée, vous risquez de ne pas forcément avoir la performance de l'entreprise sur le long terme. Mais si vous l'achetez à un prix qui est raisonnable, eh bien, vous allez vous retrouver avec une très belle performance. Et donc, vous pouvez être rassuré quand vous savez que votre entreprise fait 15% par an, qu'il ne faudra juste attendre un petit peu pour que vous aussi vous récupériez ces 15% par an. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que plus le temps va s'allonger et plus la valorisation va perdre en intérêt. C'est-à-dire que les gains que vous allez pouvoir faire sur 1 ou 2 ans, ça va souvent se jouer à des questions de valorisation. Donc, l'entreprise est peut-être un peu surévaluée. Elle va repasser à un prix juste, elle est peut-être un peu sous-évaluée, elle va remonter un petit peu. Donc oui, on peut gagner un petit peu d'argent comme ça, mais sur le long terme, ce qui va vraiment jouer, c'est justement ces fondamentaux. Et c'est pour ça que la valorisation, moi je fais attention de ne pas trop me concentrer dessus. Il y avait Terry Smith qui avait partagé cette étude que je trouvais super intéressante, qui montrait que en 1973, vous auriez pu acheter L'Oréal à un PER de 281 et quand même battre le marché. Vous auriez pu acheter Altria à un PER de 241 et quand même battre le marché. Donc ça montre bien que même avec des PER délirants, si vous avez des entreprises qui sans arrêt augmentent leurs fondamentaux et améliorent leur business, vous pouvez quand même battre le marché. Donc à nouveau, ça ne veut pas dire qu'on ignore complètement la valorisation, mais la priorité, c'est avant tout les fondamentaux des entreprises, s'assurer d'avoir des entreprises qui ont une belle croissance de leurs bénéfices.
et ensuite seulement s'assurer de payer un prix qui n'est pas délirant. Pour moi, vraiment, l'objectif quand on débute, c'est de passer rapidement d'un stade où on regarde le prix de ses actions tous les jours et on est sans arrêt en train de stresser parce que ça baisse, à un stade où on se concentre plutôt sur les résultats de ces entreprises. Et l'avantage quand on se concentre sur les fondamentaux, c'est que finalement, contrairement aux prix des actions qui sont sans arrêt mis à jour tous les jours, les fondamentaux des entreprises, finalement, ils n'évoluent que 4 fois par an. On a des informations sur ces fondamentaux que 4 fois par an lorsque les entreprises publient leurs résultats trimestriels. Donc finalement, il y a moins de boulot que le prix, que les traders qui regardent sans arrêt le cours de bourse. Là, on a juste besoin 4 fois par an de regarder un petit peu ce qui se passe. Et généralement, ça sera, comme disent les Anglais, business as usual. Donc rien qui ne change. L'entreprise continue de faire la croissance qui est prévue. Donc voilà, moi, c'est vraiment ce que je fais. Chaque trimestre, je regarde un petit peu les résultats et je m'assure qu'on garde une bonne trajectoire d'augmentation des ventes et des bénéfices, puisqu'à nouveau, c'est ça qui va me permettre de gagner de l'argent sur le long terme. En moyenne, les bénéfices par action des entreprises du S&P 500 augmentent entre 8 et 10% par an. Et c'est pour ça que le S&P 500 a rapporté en moyenne 8 à 10% par an de performance. Donc, si vous souhaitez sélectionner des actions individuelles, je pense que quelque chose de très important, c'est d'aller viser une augmentation des bénéfices par action qui est supérieure à la moyenne du S&P 500, puisque c'est comme ça que vous allez pouvoir créer de la surperformance. Donc moi personnellement, j'essaye de viser des entreprises qui augmentent leurs bénéfices entre 12 et 15% par an. Donc vous voyez qu'on est quand même plusieurs points au-dessus du S&P 500. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui parviennent à grandir à cette vitesse-là, mais elles existent. Il suffit juste de les trouver et ensuite d'investir dedans. Et généralement, sur un horizon assez long terme, ça permettra d'obtenir des performances qui sont quand même plus intéressantes que le S&P 500. Comme d'habitude, quand on dit 2-3 points de plus, ça paraît pas beaucoup, mais vous prolongez ça sur un horizon de 10 ans et ça fait une sacrée différence. Sur l'app Trident, vous pouvez créer votre portefeuille ici démo et comparer donc directement la croissance de vos entreprises par rapport au S&P 500. Ça, c'est quelque chose que je surveille beaucoup. Vous voyez que ici, si je vais rajouter le portefeuille Trident par rapport au S&P 500, eh bien, je constate qu'en effet, on a une croissance future bien plus élevée au niveau du chiffre d'affaires et au niveau du free cash flow par action. On est à 15% en moyenne, donc on est bien sur ce que je vous disais, alors que le S&P 500 est en moyenne à 10%. On voit également qu'on l'a battu cette année. On a fait 16% de croissance des bénéfices de nos entreprises contre seulement 14% pour le S&P 500, donc plutôt une bonne année. Mais on voit qu'historiquement, nos entreprises ont fait quand même mieux et également avec une meilleure linéarité, c'est-à-dire qu'on a une meilleure constance dans l'augmentation. Ce qu'il faut bien savoir sur les entreprises, c'est que vous n'allez pas faire 15%, 15%, 15%. Idéalement, vous essayez de trouver ce genre d'entreprise, mais la majorité des entreprises vont parfois faire une année à 0, et puis une année à 30, et puis une année à 0, puis une année à 30. Donc voilà, il va y avoir un peu plus de volatilité, et c'est pour ça qu'on aime bien les entreprises qui ont quand même tendance à délivrer vraiment chaque année, puisque ça souligne aussi que derrière, il y a un business à nouveau qui est extrêmement prédictible avec des revenus qui tombent quoi qu'il arrive parce qu'on est sur des produits essentiels que les entreprises ne peuvent pas se passer et que l'entreprise a une position dominante. Ça se voit également ici, vous voyez, sur les retours sur capitaux employés et également sur les marges. À nouveau, en moyenne, une entreprise du S&P 500, elle vend pour 100 euros, elle récupère 13 euros. Les actions du portefeuille Trident, elles vendent pour 100 euros, elles récupèrent 31 euros. C'est donc assez logique que sur le long terme, elle devrait pouvoir performer mieux que le S&P 500. En résumé, ce n'est pas facile de se décrocher comme ça, de regarder un petit peu l'évolution du cours de ces actions tous les jours, mais je pense que c'est quelque chose de très sain à faire. Ça va vous permettre d'être beaucoup plus posé, de prendre des décisions beaucoup plus rationnelles, de garder vos actions même si pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, elles baissent, parce que vous voyez qu'au contraire, même si elles baissent, les fondamentaux, eux, ils s'améliorent. Et évidemment, je vous invite aussi à acheter des actions à dividendes parce que comme ça, vous allez recevoir des revenus passifs qui vont un petit peu aussi vous rassurer sur l'état de l'entreprise, vous rassurer sur le fait qu'elle continue de faire des bénéfices. Et si vous sélectionnez même les bonnes entreprises, vous aurez également les bonnes nouvelles des augmentations de dividendes. Là, vous voyez, le 28 août, ça fait 2 jours, Intuit a annoncé une augmentation de son dividende de 16%. C'est une entreprise qu'on a en portefeuille. Et quand je vois comme ça une entreprise qui augmente son dividende de 16%, je suis évidemment rassuré. Je sais que le management est confiant dans les bénéfices qu'ils sont capables de générer, tellement confiants qu'ils sont capables d'augmenter justement le montant qu'ils vont nous verser. Vous voyez que ça augmente mes revenus passifs de 106 $ quand même sur cette année. Donc, c'est plutôt agréable. Et je vous avoue que quand on a ça, peu importe en fait si l'action pendant 1 an ou 2, elle stagne, on voit que les fondamentaux s'améliorent et les revenus passifs qu'on touche aussi augmentent. Pour réussir en bourse, on a donc face à nous 2 choix. Soit on part sur la stratégie de base qui est vraiment conseillée quand on démarre, c'est la plus simple à mettre en place. On achète des ETF du type S&P 500 et MSCI World et on sait qu'on va avoir en moyenne entre 8 et 10% par an d'augmentation des bénéfices et donc en moyenne 8 à 10% par an de performance.
ou alors on décide de sélectionner des actions individuelles. Par contre, attention, si vous décidez de sélectionner des actions individuelles, faites-le bien, faites-le correctement et allez vraiment chercher des entreprises qui vont être capables d'augmenter leurs bénéfices de manière plus forte que ça, entre 12 et 15% par an. Ce qu'on peut finalement résumer un petit peu de tout ce qu'on a vu ensemble via le post de Mathéo, c'est que si vous souhaitez acheter des actions individuelles, vous devez avoir un portefeuille concentré de 8 à 12 entreprises de top qualité. Même si ces entreprises ont un PER élevé et qu'elles ne sont pas éligibles au PEA, donc attention avec le biais ici du PER, donc de la valorisation, vouloir absolument acheter des actions pas chères, souvent c'est la meilleure manière de se retrouver dans des dossiers compliqués. Et on l'a vu aussi, PEA, c'est une bonne manière de se retrouver à se priver de 80% finalement du marché. Donc ne vous biaisez pas trop. C'est intéressant d'avoir une valorisation qui est cool, c'est intéressant d'avoir une entreprise qui est éligible au PEA, mais ça ne devrait pas être vos critères principaux de sélection. Et enfin, on l'a vu, et vraiment l'important c'est de suivre les fondamentaux long terme de l'entreprise, donc la croissance de ses ventes, de ses bénéfices par action, et pas de l'évolution de son prix chaque jour, parce que ça va juste générer du stress. Donc voilà, il y a un peu plus de travail à faire que le S&P 500, vous l'avouerez, mais ça peut permettre quand même d'obtenir une meilleure performance. À nouveau, j'ai un petit peu opposé les deux méthodes ici. Moi, je sais que je suis 100% stock picking, donc forcément, j'ai ce biais-là. Et sur la chaîne, je vais naturellement beaucoup plus parler de stock picking, mais je considère que les ETF sont quelque chose de très intéressant aussi. Et vous pouvez tout à fait mixer les deux méthodes comme un petit peu l'a proposé Mathéo. Il y a plein de gens qui ont par exemple un socle finalement passif avec des ETF et ensuite ils vont aller sélectionner quelques actions individuelles qu'ils aiment beaucoup et qu'ils estiment qu'ils vont pouvoir finalement battre le marché. Donc ça peut être un bon test en fait d'avoir même potentiellement deux portefeuilles et tester un petit peu ces deux stratégies pour voir celle qui vous correspond le mieux. Et si la stratégie qui vous correspond, celle qui vous plaît bien, c'est les actions individuelles avec l'objectif de battre le marché de 2-3% par an, eh bien vous pouvez rejoindre la méthode Trident pour vous aider à mettre en place cette stratégie. Vous aurez accès donc ici à tous les outils qu'on propose avec beaucoup de données fondamentales sur les entreprises qu'on va mettre à jour chaque semaine. Donc il y a des centaines de points de données, ça va vraiment vous permettre de gagner beaucoup de temps et de trouver rapidement les entreprises les plus intéressantes du marché en triant ici tout simplement par notre Trident. Je vous dévoilerai également le portefeuille que j'ai constitué, le portefeuille Trident. Vous voyez que ce sont 8 actions. C'est tout simplement les 8 actions que j'ai aujourd'hui en portefeuille. Je n'ai plus que ces actions-là. J'ai placé un peu plus de 600 000 € dans ces 8 titres-là. Donc croyez-moi, je les ai analysés avec beaucoup de détails. Et puis je mange ma propre soupe. Ce sont vraiment les entreprises que je recommande. Ce sont aussi les entreprises que j'achète. Et vous voyez que pour l'instant, on est sur un gain qui est assez intéressant de 126 000 €. Donc plus 21% sur ces entreprises-là. Dans la méthode Trident, je vous montre donc quelles sont ces 8 positions-là et comment vous pouvez vous constituer un portefeuille. Soit 100% en suivant cette stratégie, soit comme Mathéo, vous pouvez également aller sélectionner un peu vos propres actions qui vous plaisent si vous avez envie de faire ce travail un petit peu d'analyse. Voilà, je termine là-dessus. Je voudrais juste remercier du coup Mathéo pour ce super post qui m'a inspiré cette vidéo. Je vous laisserai le lien juste en dessous si vous souhaitez lire un peu plus en détail. Malheureusement, je crois que c'est que sur le forum privé, donc je ne pense pas que vous pourrez y avoir accès. Mais je laisserai le lien pour ceux qui sont dans la méthode Trident pour lire un petit peu le post parce que je trouve que c'était très intéressant. Il partage aussi un petit peu tout ce qu'il a découvert. Il nous dit ici que c'est vraiment un sujet passionnant qui lui a permis de s'enrichir et voilà, qui est vraiment accessible à tout le monde. Donc j'ai trouvé ça super. Il a donné un petit coup de pouce à la méthode Trident, si ça m'a fait plaisir. Il a dit que la méthode Trident avait grandement contribué à l'accélération de sa montée en compétence sur le sujet. Donc ça aussi, ça me fait super plaisir. Et je tiens vraiment à récompenser, sachez-le, les membres Trident qui apportent comme ça de la valeur sur le forum. J'ai envie de sortir du truc où c'est juste moi qui donne mes conseils et j'ai envie qu'on s'entraide tous ensemble et que tous les membres puissent partager un petit peu leur apprentissage, sachant qu'ils ne suivent pas forcément toujours exactement la même stratégie. Et je trouve que c'est comme ça qu'on a vraiment une communauté qui est enrichissante. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la méthode Trident, chaque mois, j'offre 300 € à 3 membres Trident, les 3 membres Trident qui ont fait le post que j'estime les plus intéressants. Donc avec Sven qui bosse avec moi, on élit en fait le post qui selon nous a apporté le plus de valeur aux différents membres. Et ces membres-là reçoivent 300 € d'actions. Donc ça leur permet de rembourser intégralement le prix de l'abonnement annuel à la méthode Trident. Donc je trouve que c'est un système aussi plutôt sain. Si vous apportez de la valeur à l'intérieur de la communauté, vous n'avez même pas besoin de payer votre accès. Vous êtes remboursé. Je trouve ça plutôt cool. Et vu qu'il y a 12 mois dans l'année, 12 x 3, ça laisse beaucoup de chances de gagner en apportant comme ça de la valeur aux autres personnes. Voilà, j'arrête sur ma tirade, mais voilà un petit peu le fonctionnement. J'espère refaire d'autres vidéos où je rebondirai comme ça sur des posts de membres Trident parce que vraiment la qualité ne fait que augmenter avec le temps. De plus en plus, on a des choses très intéressantes. Donc j'espère qu'il y aura d'autres vidéos sur ces sujets-là. J'espère en tout cas que celle-ci vous a plu. Merci à Mathéo et merci à vous pour votre écoute. C'était Roman. Ciao!